et à tous. Bonjour Francesca Comencini. Bonjour. Donc votre film a été projeté hier soir en ouverture de Cinémed après avoir fait sa première donc, à la Mostra de Venise le mois dernier. Il est à l'affiche en ce moment même en Italie où il sort sous le titre Il tempo che ci vuole, le temps qu'il faut. Alors peut-être pour se lancer, on pourrait parler de ce titre un peu, qui a au moins une double signification. Oui, le temps qu'il faut. Alors, le film a été tourné, écrit et tourné et réalisé sur les claps. Il y a marqué Prima la vita. C'était le titre du film pendant toute sa fabrication et sa préparation et son tournage et partie de son montage. Après, vraiment dans la deuxième partie du montage, quand on était en train de finir, on a commencé à se poser des questions sur ce titre pour plusieurs raisons, même des raisons peut-être pas très comme ça profondes, mais on a pensé avec la production, partie de la production, parce que la Cavac, ce sont trois associés, Marco Bellocchio, Simone Gattoni et Francesca Calvelli. Et après, il y avait la coproductrice Sylvie Piala. Enfin, on a tous un peu raisonné sur ce titre qui nous avait semblé peut-être un peu trop une injonction qui ne correspondait peut-être plus tellement au côté, je ne veux pas dire doux, mais un peu enveloppant du film, dans lequel le concept de temps est tellement important. Et comme le père dit cette phrase, le temps qu'il faut, qui est un concept tellement important parce que pour toutes les choses, pour quelque chose que ce soit de la vie, et il faut un temps. Il faut un temps pour voir grandir une plante quand on la voir germer. Il faut un temps pour devenir adulte. Il faut un temps pour élever ses enfants, les éduquer, à traverser les crises. Donc on a trouvé, mais peut-être on vivra avec ce doute toute notre vie. On ne sait pas si ce titre était le juste ou pas, mais bon, on l'a choisi à la fin. Super. Et alors, votre film commence avec un plongeon dans l'enfance, avec ses émerveillements, mais aussi ses effrois. Alors, quelle est l'essence comme ça du souvenir que vous gardez justement de votre enfance et que vous avez voulu retranscrire dans ce film? Ce que j'ai voulu retranscrire dans mon film, c'est là aussi en essayant d'être à la fois totalement précise et personnelle dans ma mémoire, personnelle, mais aussi peut-être universelle, c'est que l'enfance, quelle qu'elle soit, a un côté mythologique, a un côté, disons, justement, différemment lié au temps. C'est-à-dire, tu vois que tu penses que le temps n'existe pas, tu penses que tout sera comme ça, et cet enfant vit une enfance où tout est fable, parce que les hasards de sa vie et de la vie font en sorte qu'à l'âge où tout enfant croit dans les fables, son père en fabrique une sous ses yeux. Donc vraiment, elle est dans la fabrication la plus réaliste et la plus artisanale possible de la magie. Donc elle croit à la magie, elle croit que son père y croit, et d'ailleurs son père y croit. Et donc il y a une connexion mythologique avec cette période de la vie enchantée, et dans laquelle la fable joue un rôle très important et est le véhicule au travers lequel s'instaurent deux choses qui vont être fondatives pour tout le reste du film. C'est la passion pour le cinéma, la passion pour la fiducia, comment on dit, la confiance. La confiance dans la fable, dans l'imagination. Beaucoup plus tard, le père lui révèle que quand lui-même a vu ce film, L'Atlantide de Pabst, à peu près à 11 ans, il a compris qu'avec l'imagination, on peut s'enfuir, et il a compris que sa vie était sauve. Donc, ils ont, dans des considérations très différentes de ce métier, de la fable, parce que l'une est une enfant, l'autre est un adulte, mais on sent une connexion très forte qui se transmet juste à ce moment-là, sur la passion pour le cinéma comme possibilité de s'échapper de quelque chose. Et aussi, il se passe une confiance dans les paroles
du père envers les paroles de la fille, qui sera trahie après parce qu'elle va lui mentir, mais cette confiance totale initiale, ce nucléus enfantin dans lequel quelque chose de très solide et très imaginaire, mais en même temps réel, se passe, c'est ce qui va permettre après, quand l'histoire devient plus, disons, liée au temps, au changement, au corps qui cède, à la vieillesse, à la toxicomanie, c'est ce nucléus qui va permettre, je crois, d'échouer mieux, comme dit le père. Et alors, vous l'avez dit, donc le film il est basé sur vos propres souvenirs, hein, mais la mémoire c'est une matière subjective. Il y a certains souvenirs qui sont exagérés, hein, et d'autres qui sont refoulés. Donc, dans le processus d'écriture du film, qui est donc advenu dans un moment particulier, hein, sur quel support est-ce que vous vous êtes appuyé ? C'est exactement ce que vous dites, c'est-à-dire le bon support a été celui de ma mémoire. C'est-à-dire que j'ai voulu être très profondément, du fait de l'isolement. Ça, c'est une expérience universelle, c'est-à-dire que quand nous étions... Je ne sais pas si en France il y a eu l'enfermement, mais je pense... Absolument, il y en a eu 3, oui. 3, mais je pense moins radical qu'en Italie. Alors, à Paris, c'était très dur. On parle donc de la pandémie du Covid. Ouais. Voilà. Ça a été un moment où, quelle que soit notre condition, notre état de famille, qu'on soit seul ou qu'on soit nombreux ou qu'on soit deux, ou, je ne sais pas, chacun a eu ses conditions d'enfermement, mais où nous étions vraiment nus dans notre psychisme par rapport à beaucoup de choses. Et ça, c'est quelque chose qui a été... qui a été pour tout le monde comme ça et qui a été vite refoulé, justement. Après, on n'a eu qu'une envie, c'est que, justement, à juste titre d'ailleurs, d'en sortir. Mais pour moi, ça a été que j'étais complètement nue face à mes souvenirs. Et le procédé que j'ai fait pour les écrire, c'était vraiment de me mettre dans un état de loyauté par rapport au processus de la mémoire et de transcrire ce que ma mémoire me restituer. Alors, la mémoire, comme je l'ai toujours dit, je me suis rendu compte que vraiment la mémoire procède comme un théâtre intérieur. C'est-à-dire, les personnages de nos souvenirs sont déjà des personnages, ne sont plus exactement les personnes, parce qu'on les convoque dans notre mémoire, dans nos souvenirs, et en s'en souvenant, on les remet en scène. Donc on remet en scène des choses, on fait déjà une mise en scène où des choses disparaissent, comme vous disiez, des choses deviennent énormes, des détails deviennent tout. Tout est exagéré finalement, c'est ça ? Tout est exagéré ou des choses sont... C'est-à-dire chaque signe qui est présent est exagéré. Et ce qui n'est pas présent n'est plus là, disparaît. Et tout mon travail dans toute la fabrication de ce film a été le respect, et la conservation et la protection de la manière dont la mémoire travaillait, dans l'écriture et dans la manière de filmer. Oui, alors cette première partie, elle met en scène donc des épisodes quand même très, très précis, très concrets, qu'on imagine justement faire écho à autant de souvenirs subjectifs. Et en même temps, elle développe comme ça une atmosphère onirique, un peu en dehors de l'espace et du temps, où seul existe justement cette fillette et son père. Alors pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix de n'inclure aucun autre membre de votre famille, qui est pourtant nombreuse à ce récit ? Oui, parce que justement, j'ai partagé ce choix avec mes sœurs, qui sont ce qui me reste de ma famille, donc mes 3 sœurs, dont l'une, Christina, est une cinéaste et une écrivaine importante. Et Paola, ma sœur aînée, a fait les décors du film. Donc ça a été un travail commun, ce film. Elles m'ont énormément soutenue et elles ont compris. Ce choix, c'est justement pour respecter la manière désincarnée et en même temps extrêmement réaliste, réelle, pas réaliste, mais réelle dans l'émotion dont les souvenirs me revenaient. Donc ils revenaient comme ça et c'était vraiment, le cône d'ombre était sur cette relation. Et aussi parce que je voulais donner au film une espèce de forme de parabole. C'est la parabole d'un père et d'une fille. Comme une parabole presque évangélique. C'est-à-dire qu'il n'y a que ça. Et le père qui dit des choses, et la fille, et la transmission qui advient.
Et aussi parce que je ne me sentais pas capable de faire un film familial, ni peut-être intéressée de le faire. Et ça aurait été complètement un autre film, ça aurait été un film familial. Oui. Et moi, j'ai fait des séries, des documentaires, des films très différents entre eux, mais qui ont des points communs. Et c'est celui d'être un peu excessif dans les choix. Et je pense très fortement, j'ai beaucoup réfléchi à ça, que le cinéma aujourd'hui, enfin sans vouloir faire des grands discours théoriques, mais que le cinéma se caractérise beaucoup et surtout pour ce qu'il choisit de ne pas montrer que parce qu'il choisit de montrer. Parce qu'il y a une tendance à vouloir tout montrer. Tout est visible, tout est représenté et représentable. Et le cinéma offre... Vous savez, j'ai été... Je sais pas, c'est vraiment les choses qui me viennent à la mémoire en ce moment. J'ai été il y a quelques années maintenant, sans le connaître personnellement, je me suis rendue à l'hommage pour l'hommage à la mairie de Rome pour la mort d'un très grand cinéaste italien qui est Michelangelo Antonioni. Et s'il y a une chose qui m'a énormément frappée dans cet hommage, que quelqu'un a lu des phrases qu'il disait, et lui, il disait... Le cinéma, aujourd'hui, grâce à la technique, offre des milliers en plus de possibilités de mentir. Et ça m'est resté gravé dans ma tête. Justement, les souvenirs qui vous restent, cette phrase m'a guidée, mais énormément. Et c'est vrai que multiplier les possibilités, c'est extraordinaire. Je voudrais le dire aux jeunes étudiants et étudiantes aussi et surtout de cinéma. Parce qu'aujourd'hui, on peut faire des films vraiment avec peu de moyens, très peu de moyens, mais d'autre part, il faut faire attention que les dispositifs qu'on a qui sont tellement performants ne nous dévoient pas du fait que faire un film, c'est faire des choix et faire des choix aussi de ne pas montrer quelque chose, de dire c'est ça et pas ça. Et même, mais tu as la possibilité, mais tu peux le faire. Ben non, je ne veux pas le faire. Enfin... Je pense que c'est très important, ça, pour constituer quelque chose qui soit du cinéma et non seulement une multiplication d'images. Et alors, donc le monde extérieur et la vraie vie font irruption quand même au domicile familial à un moment donné et de façon assez violente par la télévision, qui annonce ou qui relate plutôt des attentats de Piazza Fontana à Milan à la fin de 1969. Donc, est-ce que c'est un épisode tragique donc, qui quelque part, inaugure les années de plomb en Italie. Et est-ce que ça scelle aussi comme ça, en même temps, votre sortie de l'enfance avec une prise de conscience d'une violence sociétale ? Absolument. C'est exactement ça. D'une part, le monde extérieur fait irruption avant avec les tournages. Parce que toute la première partie, elle est faite avec cette espèce de... presque abstraction de la maison du père et de la fille. Et bon, ces tournages qui sont extrêmement charnels, plein de gens, plein de travaux, plein de transpiration, de hurlements. Donc déjà, tout le film est basé sur le face-à-face désincarné et l'extérieur qui fait irruption. Au début, c'est les tournages. Et après, absolument, c'est ça. Ce sont deux événements de l'histoire italienne. L'un, la bombe qui a été mise dans une banque à Milan en 1969. Quelques jours en concomitance avec la signature du le Statuto dei Lavoratori, c'est-à-dire qu'en 1969, il y a eu des énormes c'était une année où il y a eu une énorme mobilisation et prise de force politique énorme des ouvriers qui a porté dans une tractative syndicale extrêmement tendue et dense à une victoire du mouvement ouvrier. Et c'est l'année où il a été signé le statut des travailleurs, donc une avancée de droits incroyable. Et c'était une année très tendue qui va se précipiter dans cette bombe mise à Milan. Donc, ça a été un peu la fin d'une année de grande conquête politique, mais aussi dans un climat
j'oserais pas dire pré-révolutionnaire, mais presque, un climat très, très comme ça. Et cette bombe dont on a su très longtemps après qu'elle a déclenché, vraiment, cet événement de Piazza Fontana a déclenché les années de la tension. C'est-à-dire qu'elle a déclenché toute une série d'homicides après, parce qu'un homme a été arrêté qui appartenait au cercle anarchique de Milan, Pietro Valpreda, et il est mort en tombant d'une fenêtre du commissariat, dans des circonstances jamais vraiment éclaircies. Et après, le commissaire qui était chargé des enquêtes sur cette bombe a été tué. Le commissario Calabrese, il a été tué par des groupes d'extrême gauche. Quelque chose de terriblement, terriblement violent et terriblement sans fin jusqu'à très récemment a commencé. C'est inimaginable ce qui s'est passé en Italie. Et sûrement, ce qu'on peut dire, c'est que sûrement avec l'intervention de forces politiques et de services secrets extérieurs à l'Italie. Donc, ce sont des événements qui ont été des traumas collectifs dans lesquels tout le monde, tous les gens de ma génération se rappellent où ils étaient quand la strage di Piazza Fontana, je vois Luca Orlando qui sûrement... C'est quelque chose qui nous a marqué. On se souvient où on était, qu'est-ce qui s'est passé. Et après, dans une apogée catastrophique, jusqu'à la pierre tombale finale, qui est l'assassinat de Aldo Moro. Oui, alors moi j'avais vu ça s'opposer comme le réel de l'époque finalement et justement l'univers merveilleux du tournage des aventures de Pinocchio que votre père réalise au début des années 70. Avec cette idée qu'il avait eue d'inverser l'histoire originale et de faire donc du célèbre pantin de Carlo Collodi en enfant, et ça dès le départ. Alors, est-ce que vous avez le souvenir de comment vous aviez réagi, vous, enfant, à ce détournement finalement du conte original? Vous l'avez accepté ou, voilà, les enfants n'aiment pas trop d'habitude qu'on change les histoires. Non, mais pour revenir au début de votre question, ce qui est paradoxal, j'ai pas pu tout mettre dans le film, mais ça c'est des souvenirs, c'est que mon père était en train de construire une fable dans les moments où il y avait cette tension hallucinante, parce que il y a eu aussi une tentative, heureusement échouée, de coup d'État de droite exactement à cette époque. Et je me souviens que j'avais même mis la scène dans le film. Honnêtement, je l'ai coupé, où mon père allait à la fenêtre et regardait dans la rue la nuit, tellement il était angoissé, il ne pouvait pas dormir, il avait peur, et il voyait. Et on se moquait de lui dans notre famille, on disait, mais qu'est-ce... Et en fait, c'était vrai. C'est-à-dire, il y avait une énorme tension. Donc, mais lui, il a essayé, quand il faisait Pinocchio, son énergie qui le portait, et que Fabrizio Gifuni, je voudrais aussi rappeler le nom des acteurs absolument extraordinaires grâce à qui j'ai pu faire ce film, qui sont Fabrizio Gifuni et Anna Maggiora Vergano. Romana Maggiora Vergano et Anna Mangiocavallo, je confonds leurs prénoms. La petite fille s'appelle Anna Mangiocavallo et la jeune actrice adulte, c'est Romana Maggiora Vergano. C'était des années de tension terrible et de paradoxe de vouloir faire une fable comme ça, mais ça aussi je voulais le raconter dans le film. Je ne l'ai pas complètement raconté, mais c'est vrai qu'il y avait ce choc entre ces deux choses. Et je crois qu'une des raisons pour lesquelles mon père était si enthousiaste et content de faire Pinocchio, qui était vraiment le rêve de toute sa vie, c'était de donner, je me rappelle très bien qu'il le disait, de trouver des codes visifs de magie et de contes de fées loin de ce qui était le code de la fable pour nous, qui était le Nord, les elfes, tu sais, les châteaux gothiques, tout ça, mais de le mettre, et c'est ça, à mon avis, entre autres les raisons pour lesquelles ce Pinocchio est tellement merveilleux, de le mettre dans la réalité paysanne des campagnes de la Toscane italienne, avec le froid, la misère, le temps, vraiment, et de dire
que rien n'est plus magique que le réel. Et c'est ce qu'il a toujours pensé, essayé de faire. Et il a trouvé cette magie, naturellement, en respectant Collodi, parce que c'était ça. Mais lui, il lui a donné une carnalité. Il n'a pas été chercher la magie ailleurs. Il l'a vraiment mise dans les plis du grand récit populaire italien. Et même les acteurs qu'il a choisis, non seulement Nino Manfredi, Gina Lollobrigida, mais aussi pour le chat et le renard, Franco Franchi et Ciccio Ingrassia, étaient des icônes extrêmement populaires et magiques. Je ne sais pas, il a réussi cette chose qui était son pari artistique total. Donc, il y a un côté magique, mais un petit peu politique aussi dans cette grande œuvre cinématographique pour la télévision, parce que pour lui c'était pas un film, c'était une série, et il l'a conçu comme une série. Et juste avant, enfin bon, je veux pas vous parler des heures de tout ça, mais voilà, je sais pas si j'ai répondu à votre question. Si. Donc on va avancer dans le récit après une première ellipse. Donc dans le film, vous mettez en scène l'adolescence, où on sent qu'un gouffre se creuse véritablement entre la fille et le père, entre ces deux personnages. Et il y a une scène très belle, très forte, où vous retranscrivez plutôt la frustration d'un père devant l'éparpillement et l'influençabilité aussi de sa fille. Et en face, la colère d'une jeune femme qui, elle, se sent incomprise par cet homme et aussi méprisée par un système patriarcal. Alors comment est-ce que vous inscrivez votre propre trajectoire personnelle de femme dans le combat aussi féministe qui se jouait à l'époque? Oui, ça c'est une scène qui a été difficile à tourner, parce que je pense que là aussi, en essayant de donner des contours universels à toute cette parabole, quand on est enfant, disons, on parle de la relation père-fille, non? Quand on est une petite fille, c'est plus facile. Elle lui dit comment c'était plus facile quand j'étais une petite fille, non, papa? Parce que le thème, disons quand on grandit, quand on devient adolescent, c'est le moment où on s'incarne dans quelque chose qui est autre. Et on court toujours, inévitablement, je pense, et on le sent du moins, je pense, le risque d'être décevant. On se sent décevant par rapport à un père ou à des parents qui nous voient comme quelque chose de à peu près parfait ou sur lequel ils pouvaient projeter toutes les espérances. Donc, quand on voit, même moi en tant que mère, quand on voit un enfant qui naît, on dit il ou elle va être ça, va pouvoir faire ça, va pouvoir faire ça. Et puis grandir, tout se réduit. On va pas pouvoir faire quelque chose et on va peut-être pouvoir faire vaguement une chose. Donc, on se sent très décevant déjà et on l'est probablement. Et c'est dans le rattrapage de cette déception qu'on devient après quelqu'un. Mais là vient se rajouter une autre composante qui est que rentre dans la relation père-fille la relation homme-femme, parce que cette fille n'est plus une enfant, mais est devenue une femme. Donc inévitablement, j'ai pas du tout voulu dire dans cette scène que mon père était quelqu'un de méprisant envers les femmes en tant que lui-même, parce que il était très en avance par rapport à ça, par rapport à son âge. Mais inévitablement, il était un homme de sa génération. Et quand dans la relation père-fille, cette espèce d'aisance, de facilité physique, de choses change, parce que la fille devient une femme. Et donc, il y a forcément une petite embarras, une petite distance, quelque chose avec quoi il faut faire les comptes. Et il faut faire aussi les comptes avec le fait que les hommes, sûrement de cette génération, même les hommes les plus illuminés, les plus modernes, et qui veulent pas, qui refusent même, comme sûrement mon père l'était, il a obstinément refusé les codes d'une certaine virilité, totalement refusé, ont une archéologie de genre millénaire à l'intérieur d'eux
dans lesquels il y a une certaine idée des femmes, inévitablement. Pardon. Et donc, il faut faire les comptes avec ça, avec une culture, comme vous disiez, patriarcale, et avec une idée publique qu'on respire, avec laquelle on fait les comptes dès qu'on sort de chez soi. Elle lui dit ça, qui était comme elle le dit, un subtil, dans le cas du père très bien élevé, mais viscéral, mépris envers les femmes. Et elle sent ça. D'ailleurs, ce qu'elle lui reproche, en fait, très directement, c'est de l'avoir éduquée en lui faisant croire, en fait, que les filles pouvaient faire les mêmes choses que les garçons. Donc, une fois qu'elle sort de la maison, elle se rend compte que, non, dans les années 70, en Italie, c'est pas le cas. Non, non, c'était pas le cas du tout. Elle se rend compte que non, mais en plus, elle lui dit, mais en fait, il était présent déjà là. Mais là, il y a beaucoup de choses. Chaque scène de ce film a plusieurs niveaux, enfin, j'espère. Il y a beaucoup de choses qui se jouent. Parce que lui, il lui cite la nouvelle de Huxley, et c'est évidemment très méprisant ce qu'il lui dit. Et il lui dit, tu es influençable. Et la chose sûrement qu'il craint le plus, c'est que la personne avec l'homme qu'elle va aimer va l'influencer. Donc on peut y voir ça, cette espèce de subtil, et avec des citations littéraires, mais mépris. Mais on peut y voir aussi l'angoisse d'un père qui ne veut pas que sa fille aime d'autres hommes, peut-être. D'un père involontairement un peu possessif. Et du côté de la fille, et j'aime beaucoup la manière dont l'actrice, c'est une scène très difficile, parce que c'est la seule scène, je crois, qui court le risque d'une stigme qu'on m'a toujours donné dans mon cinéma, d'être idéologique. On m'a toujours un peu reproché ça. Et cette scène, c'est vrai qu'il y a des grandes déclarations. Donc on l'a quand même maintenue, parce que je pense que la manière dont la Romana Maggiora Vergano joue cette scène, elle lui dit ces choses qui sont justes d'un point de vue politique et d'un point de vue humain, mais elle les dit avec un visage, avec une tension, quelque chose dans les yeux de complètement fou, qui pour moi, dans mon intention, était l'angoisse totale de ne plus être aimé. C'est-à-dire, c'est une scène, c'est la scène que tu fais à un homme, à un père, mais que tu pourrais faire aussi à un homme à qui tu dis, oui, mais je sais très bien, où tu devances l'angoisse de ne plus être aimé. Finalement, ils partagent la même angoisse. Oui, ils partagent la même angoisse, avec cette rupture de l'enfance, en fait. Et alors oui, pour justement pour fuir une réalité donc, qui l'a fait aussi sentir inadaptée, comme ça, pas à la hauteur, hein, en échec permanent. Donc cette jeune fille se tourne vers les stupéfiants et tombe très très jeune dans l'addiction à l'héroïne. Et alors, si votre personnage, lui, il s'en sort dans le film, si vous en êtes sorti dans la vraie vie, ça n'a pas été le cas, malheureusement, de très nombreux jeunes gens de votre génération, qu'on appelle justement la génération perdue en Italie. Oui, c'est vrai. Il y a eu même un documentaire qui s'appelle La génération perdue. Oui, c'est-à-dire que à la toute fin des années 70 et au début des années 80, il y a eu une espèce d'envahissement massif, énorme, en Italie d'héroïne. Et il y a une entière génération qui s'est complètement pris ça. Je pense en France aussi, mais en Italie, ça a été vraiment... Je ne sais pas en France d'ailleurs, mais en Italie, sûrement, ça a été une génération, voire deux, qui ont été complètement... Sacrifiés. Sacrifiés, enfin, qui ont été dans cette... Je ne sais pas très bien quelle a été la raison, mais ça a été comme ça. C'est dans les crimes... Dieu sait si c'est une question qu'après j'ai affrontée avec Gomorra, avec la série Gomorra, dans la criminalité organisée, la circulation des substances et les raisons macroéconomiques et peut-être politiques pour lesquelles, à un certain moment, il y a toute une substance qui arrive et qui est repérable absolument partout. Il y a des raisons d'ordre économique, criminel et de toutes sortes de raisons et politiques. Et oui, il y a une génération, même deux générations qui ont été complètement touchées en pleine figure par ça. Et naturellement, mon film ne présagit absolument pas, et ça, je pense que c'est clair à tout le monde,
de donner une méthode, parce que c'est une des choses les plus difficiles au monde de se défaire d'une dépendance, et de celle de l'héroïne, mais de toutes les dépendances, je pense. C'est extrêmement difficile et il n'y a pas une recette. Donc, il y a des gens qui ont réussi, il y a des gens qui sont morts, il y a des gens qui ont gardé. Enfin, ça a été très différent. Mais c'est vrai que ce que je peux dire, c'est que, disons, la présence même envahissante, une présence même de gardiennage presque, a été quelque chose qui, des fois, une présence presque un peu autoritaire, mais affectueuse, des fois a marché. Alors, ce n'est pas la première fois que vous réalisez un film autobiographique autour de cet épisode difficile de votre jeunesse, puisque c'était déjà au centre de votre premier long métrage, Pianoforte, qui avait été récompensé donc, à la Mostra de Venise en 1984 avec le prix des SIC. Alors, qu'est-ce qui a changé sur l'arc de 40 ans dans votre regard sur cet épisode de votre jeunesse? Tout est rien, disons, tout est rien. Mais sûrement, j'ai pu parler de mon père. Ça, c'est le changement essentiel. Donc, focaliser vraiment là-dessus, en comprenant. Des fois, il faut très longtemps, très très longtemps pour arriver à réaliser des choses et à dire merci. Et des fois, il faut même attendre que les gens soient plus là. Donc, tout a changé, rien n'a changé. C'est sûrement quelque chose qui m'a beaucoup traumatisé, qui m'a beaucoup marqué. Mais aussi, depuis, j'ai réalisé énormément de films, de séries, de documentaires. J'ai fait mon travail sur moi-même personnel, mais aussi sur moi-même en tant que cinéaste. Donc, je me sens beaucoup plus forte, plus mature pour regarder quelque chose de toujours aussi incandescent pour moi. Donc, c'est le temps qu'il a fallu aussi. Oui, c'est le temps qu'il a fallu pour faire ce film, exactement. Donc on va revenir encore une fois au récit, au moment où le père découvre le mensonge dans lequel s'est enfermée sa fille. C'est très beau parce qu'à ce moment-là, il n'hésite pas en fait à se montrer lui aussi vulnérable. Et donc il se confie à elle et il lui parle de son propre sentiment d'inadéquation au monde, qui est aussi lié donc, à sa condition d'émigré italien en France dans son enfance. Et il lui parle de son propre salut qui passait déjà par le cinéma, justement. Alors, est-ce que si pour votre père, le cinéma a été une échappatoire, il le dit par l'imagination, on peut s'échapper grâce au cinéma. Pour vous, est-ce que ça a été une possibilité de rédemption, finalement? Je sais pas. C'est une grosse question, pardon. Oui, de rédemption. Je sais pas, j'avais jamais pensé en ces termes aussi religieux, la chose, mais peut-être. Sûrement, ça a été une manière de... Ça a été tellement de choses. J'ai beaucoup hérité de mon père, cette conception aussi du cinéma comme un travail. Donc, je l'ai fait comme un travail. Je me suis lancée dans tous les défis. C'est vrai que j'ai toujours cherché de faire des films ou des séries avec une notion de défi importante. Donc peut-être que vous avez raison, mais je l'avais jamais conscientisé comme ça. Mais je pense que ce qui est important dans cette scène aussi, c'est que je pense que c'est le moment où les deux renouent quelque chose qu'ils avaient dans l'enfance et qu'ils ont perdu et qu'ils le renouent. Et c'est parce que c'est grâce à la notion d'échec. C'est-à-dire, le père, non seulement... Non, il lui dit pas comme... Déjà, il a le courage incroyable d'aller regarder en face et de se salir les mains, de voir ce qui se passe. Et je pense après, en étant devenu parent moi-même, c'est très courageux parce que ce père en tout cas, et mon père était un homme d'une génération, c'était quelqu'un de très très loin de tout ça, qui pouvait même pas... donc il a eu le courage de le faire, mais c'est aussi le courage, non pas de lui dire « Allez, ressaisis-toi, on va y arriver », de faire un encouragement, mais c'est de s'asseoir par terre à son niveau et non pas de lui dire ça peut arriver et on va... Mais de lui parler, comme vous disiez, de son propre échec. De lui dire « Mais moi, à ton âge, j'étais exactement comme ça. Je pensais que j'allais jamais y arriver. » Et j'ai pensé que ça, c'était important, comme je l'ai dit hier soir,
très, très important de le transmettre à des jeunes garçons et à des jeunes filles, surtout, même. Parce que je pense que c'est une notion très, très importante que je voudrais vraiment transmettre et que j'ai du mal aussi à transmettre parce que les parents ont peur de l'échec de leurs enfants. On a peur quand on les voit malheureux, quand on voit qu'ils n'arrivent pas à faire quelque chose qu'ils auraient voulu faire. Et en fait, il faut transmettre l'idée que, comme disait Paul Nizan, j'avais 20 ans, je laisserai à personne dire que c'est le plus bel âge de la vie. Je veux dire, on est tous passés par là et on a tous pensé qu'on allait tout simplement pas y arriver et qu'on n'était pas à la hauteur de ce qu'on s'attendait de nous. Et on ne l'est pas, heureusement, parce qu'on est autre chose. Et pour arriver à ça, il faut traverser l'échec. Et même dans chaque film, même jusqu'à 82 ans, 85 ans, 90 ans, si on a la chance d'y arriver et de faire encore des films, à la base du choix artistique, c'est le fait d'accepter d'assister à son propre échec. Parce que si on ne se pousse pas jusqu'à la limite d'essayer de voir, de courir le risque de dire je ne suis pas capable. Et moi, j'ai passé toute ma vie à me dire voilà, je ne suis pas capable de faire certaines choses que je voudrais faire. Ou alors, je ne suis pas capable de faire certaines choses que des collègues réussissent à faire. Moi, j'y arrive pas. Et aussi, j'ai passé toute ma vie de voir avoir du succès des films ou des carrières que je pensais être injustes, que je pensais être des films qui peut-être étaient moins bons. Toutes nos vies sont faites de ça, sont faites de cette continuelle corps à corps avec soi-même et avec des exemples autres et avec lesquels on se mesure. Et dans cette acceptation de l'échec, on trouve peut-être les petites choses que nous seuls sommes capables de faire. Alors, votre film, c'est une histoire de famille à part entière, puisque jusque dans sa fabrication, puisque c'est votre sœur, comme vous l'avez dit, Paola, qui est chef décoratrice, chef costumière, qui a soigné les très beaux décors du film. Alors, comment c'est de travailler avec sa propre sœur sur une matière aussi intime ? Alors, quand j'en ai parlé à Venise, c'est la seule fois où je me suis émue parce que j'ai vu à quel point c'était un acte vraiment d'amour de sa part. Paola est ma sœur aînée, c'est notre sœur aînée. C'est un peu nous sommes 4 sœurs et Paola, elle a vraiment ce rôle de la nave guida, non, celle qui a ouvert toutes les routes pour tout le monde. Quand j'en parle, je m'émeus encore. Et je pense qu'elle a fait un acte vraiment... Mais Paola était une très grande décoratrice, elle fait plein de films, elle a fait le film de Paola Cortellesi, elle est très professionnelle, très froide, et comme souvent sont les chefs déco, enfin c'est-à-dire c'est quelqu'un qui se balade toujours avec un marteau, une tournevis et un mètre pour prendre des mesurations, qui ne fait pas des grands discours et qui bâtit et qui construit naturellement avec un esprit artistique. Mais elle m'a suivi avec... Et donc... Alors, je profite de cette question pour dire un peu quel a été tout le procédé du film, parce que tout le procédé du film qui a été un peu traverser le feu, vraiment traverser le feu de la mémoire et traverser beaucoup de feu. Mais après, il a fallu refroidir, comme quelque chose comme un métal que tu mets dans le feu pour le forger, et après tu le sors et pour qu'il prenne, tu lui donnes sa forme, mais après il faut qu'il refroidisse. Donc, et dans le rapport avec elle, et dans le rapport avec tous les collaborateurs et collaboratrices, et avec les acteurs, il a fallu à la fois maintenir cette incandescence en dessous, comme une énergie porteuse, mais refroidir énormément, parce qu'on était en train de faire un film, et il fallait dire des choses. Donc, je me suis forcée d'être toujours très froide pour aller vraiment dans l'exactitude, comment doit être la bouche de la baleine, comment doit être le livre, comment doit être la maison, et tout ça. Mais pour faire ça, il faut aussi refroidir. Donc finalement, elle et moi, on n'a parlé que de travail. On ne s'est jamais laissé aller à autre chose. Et alors, on va en venir justement à vos comédiens que vous avez déjà cités avant, vos très grands comédiens, qui sont à la fois très, très justes dans leurs interprétations et bouleversants aussi. Alors, vous avez parlé de cette scène donc, qui avait été difficile à jouer pour eux, et mais quelles ont été les autres scènes qui, pour vous aussi, ont été compliquées en termes de direction d'acteurs ?
trouver ce juste équilibre en fait entre finalement mettre en scène votre propre histoire, vous voir vous finalement, mais en même temps avoir cette idée d'universalité, de dépasser. Alors, disons que 3 choses. Fabrizio Gifuni, l'acteur qui incarne le rôle du père, dans les peu de présentations, d'ailleurs, Fabrizio et Romana, qui évidemment sont passionnellement attachés à ce film, vous transmettent leurs salutations et regrettent de ne pas être là. Ils voudraient être là. Et Fabrizio, dans les peu de présentations qu'on a fait, à cette question, on lui demandait « Mais comment vous avez fait ?» Il a dit « Ce film était un acte de psychomagie de Jodorowsky. » C'est-à-dire que c'était même pas des indications précises. C'était que un peu comme ça, il a fallu instaurer une espèce de psychomagie. Et là aussi, dans un versant très froid, où Fabrizio s'est documenté, surtout dans l'enquête I Bambini e Noi, qui est de 1970, donc juste l'époque où, quelques mois plus tard, mon père allait tourner Pinocchio, donc où on voit mon père poser des questions aux enfants avec son chapeau, sa manière de parler, sa voix. Il a travaillé avec rigueur parce qu'il disait, mais moi, je veux le faire bien. Je veux rendre hommage à une personne qui a réellement existé. Mais après, il y a eu la psychomagie où il a ouvert, lui et Romana. Voilà, il y a une phrase que le père dit à la fille à la fin qui dit « Tu as eu le courage de regarder en face tes contradictions ». Et ces 2 acteurs ont eu le courage de regarder en face leurs contradictions. Donc, ils ont beaucoup mis aussi, sans le dire, de eux-mêmes dans leur relation à ses filles, parce que Fabrizio a 2 filles, et Romana, je pense à son père, à son être jeune. Et puis, comme je vois Leo Lucarland, ici, je veux citer quelque chose où j'ai tout appris sur le cœur de notre travail. Le cœur de notre travail, c'est le travail avec les acteurs et les actrices. Et moi, j'ai fait un documentaire à Palerme, quand Leo Luca était le maire de Palerme, qui s'appelle Shakespeare à Palerme, qui d'ailleurs était coproduit par Arte. Présenté à Cannes. Oui, et qui était sur un metteur en scène de théâtre. Et voilà, ça c'est intéressant parce que ça renoue avec l'échec. Et comédien de théâtre absolument génial qui est Carlo Cecchi. Et j'ai assisté pendant 3 mois aux répétitions de ce spectacle qui était Le songe d'une nuit d'été de Shakespeare dans le quartier de la Calza à Palerme, dans un théâtre complètement détruit qui avait été, grâce à l'intervention de la mairie de Palerme et au travail de Carlo Cecchi, qui résumait, mais en le laissant vraiment comme un squelette dévasté de théâtre. Et dans ce documentaire, j'ai tout appris, vraiment. J'ai beaucoup appris sur ce que c'est la psychomagie, sur ce que c'est la direction d'acteur. J'aime pas du tout ce terme, direction d'acteur. J'aime pas le mot recitazione. Carlo Cecchi, il disait, nous sommes ici pour tuer et faire rendre en pièces la récitation. C'est-à-dire, c'est complètement autre chose et ça passe par d'autres énergies. Et par exemple, ça, c'est un documentaire que j'ai fait qui a pas du tout été vu en Italie, qui a été un peu vu en France parce que c'était sur un grand moment d'une ville comme Palerme et sur un grand metteur en scène et directeur, j'allais dire, metteur en scène de théâtre et acteur comme Carlo Cecchi. On pourrait le considérer un petit échec. Et pourtant, pour moi, c'est un des films les plus importants que j'ai fait et qui m'a appris tout sur le métier de l'acteur et le rapport avec les acteurs. Donc, c'est pour vous dire comme les échecs ne sont pas toujours tels, ou les supposés succès ne sont pas toujours tels non plus. Alors, je voulais venir aussi au travail sur le son dans votre film, qui est particulièrement intéressant, puisque justement la musique, c'est quand même un support privilégié de la mémoire. Et il y a ces morceaux de l'époque que vous reprenez dans le film. Mais il y a plus que ça, il y a la musique de la bande originale aussi, qui d'ailleurs a été saluée, qui a été primée à Venise, voilà, qui est très belle. Mais pas seulement, vous faites d'autres choses avec le son dans le film pour créer cette espèce de suggestion qu'on est finalement là et en même temps ailleurs. Donc il y a du son du hors-champ et tout ça, vous pouvez peut-être en parler. Oui, disons que vous avez très bien dit, c'est-à-dire que la musique marque, vraiment, s'il y a quelque chose qui marque la mémoire, c'est les chansons qu'on écoute à un moment de sa vie. C'est-à-dire c'est quelque chose qui vous accompagne, non ?
Donc, il y avait ça, et ça a été très précis aussi. Et même des choix musicaux, par exemple, la Moldave, sur le moment où elle va à Piazza Navona, où elle rencontre son premier amour, et à la fois, on sent que c'est sa rencontre avec la drogue et tout ça. Ça, pour moi, c'était un morceau musical très typique de l'adolescence, qu'on adore quand on est adolescent, parce qu'il y a cette emphase incroyable, fascinant comme ça. Et la colonne sonore a été composée par Fabio Massimo Capogrosso, qui est un jeune compositeur qui avait travaillé avec Marco Bellocchio avant, qui m'a été présenté par Marco Bellocchio, et qui a fait cette colonne sonore, là aussi, tout en soustraction, mais très vibrante, très qui est parfaitement dans ce qu'est le film, c'est-à-dire un film comme une corde tendue où la soustraction et fait place à un excès de vibratilité et d'émotion et de tension et d'amour aussi, enfin de toutes les composantes qui composent ce sentiment sévère et compliqué qu'est l'amour. Et le son, oui, j'ai fait ce travail que vous avez dit grâce à toutes des femmes. J'ai eu je ne sais pas les mots en français, phonique de prise directe, ingénieuse du son, je ne sais pas comment on dit, Lavinia Burchieri, que c'est très rare en Italie d'avoir une femme à ce poste. La monteuse, Francesca Calvelli, extraordinaire, une des meilleures chefs monteuses, à mon avis, du cinéma italien. Et l'ingénieuse du son, du mix, Nadia Pavone, qui était une femme aussi. Et tout le travail a été, oui, de reparcourir, par exemple, dans les années 70, pour redire cette inquiétude qui est toujours là. On a laissé loin toujours des rumeurs de sirènes, des rumeurs d'hélicoptères, des rumeurs de voitures, même qui sont hors champ et qui sont perçues d'une manière subjective. Le son a été travaillé, essayé d'être travaillé comme dans la mémoire. Mais vous savez, il y a une scène que je voudrais citer, qui est une scène que j'adore dans le film, une de mes scènes préférées, à part celle du couloir, c'est celle où la petite fille est toujours dans le champ. C'est une de mes scènes préférées, et tout est dit dans cette scène. D'une part, voilà, ce qui est dans le champ et ce qui est hors champ, et être toujours dans l'endroit déplacé, et être toujours... Enfin, je pense à cette scène pour ce qui est en champ et ce qui est hors champ, qui peut être aussi important que ce qui est dans le champ par erreur. Et je pense que cette scène raconte beaucoup, beaucoup de choses. Même après, le père, il se met, lui, dans le champ de la fille, qui est celui de la drogue, où elle voudrait qu'il ne soit pas là, mais il a bien raison d'y être, comme la fille a peut-être bien raison d'être égarée. Mais tous les gens qui viennent sur un plateau et qui ne font pas partie d'un plateau vivent cette expérience traumatique de se retrouver par erreur pas au bon endroit. Et alors, votre film est autant un hommage à votre père qu'au cinéma. Vous multipliez comme ça les clins d'œil aussi à l'histoire du cinéma, avec des extraits de Méliès, Rossellini et plein d'autres. Mais vous vous attachez aussi à restituer la conception très, très personnelle qu'avait votre père de penser le cinéma, de le faire, avec cette phrase qu'il dit qu'un film doit tenir debout. Peut-être vous voulez en parler aussi. Oui, et c'est une phrase que, comme pour vous dire la psychomagie totale de ce film, c'est une phrase que Marco Bellocchio dit toujours quand il présente ses films. Il paraît, moi je ne savais pas, qu'il lui dit, je ne sais pas si ce film est beau, mais peut-être, pour citer Comencini, peut-être qu'il tient debout. Parce que c'est une phrase qui, lui, l'avait marqué beaucoup. Et forcément, dans le film, il y a deux conceptions complètement différentes, deux idées de cinéma qui s'opposent même. Et cette idée artisanale, moi, mon père avait une idée très artistique du cinéma. Il pensait jamais être un artiste. Quand on lui disait, il disait « je suis un artisan ». Il connaissait tous les métiers. Il avait fait beaucoup de métiers de cinéma. D'ailleurs, il était architecte de formation. Voilà, peut-être ça lui venait de ça. Oui, alors exactement. Il connaissait tous les métiers du cinéma. Il pensait que le cinéma était un métier qu'il fallait... Et il pensait, et il le vivait, parce que c'est de ça dont il vivait et dont je vis. Donc c'est un travail aussi. Et il pensait que... Il a toujours fait un cinéma très populaire, mais ça, c'est par rapport à la rétrospective qu'il y a de lui. Je pense qu'il y a des lignes quand même
qui émerge de tous ces films. Mais par ailleurs, c'est vrai que sa formation initiale avait été celle d'être architecte. Enfin, il avait étudié, parce que naturellement, ses parents avaient été complètement bouleversés par l'idée que quand il était rentré à la maison à 12 ans, disant « je ferai du cinéma », et eux ne savaient même pas ce que c'était le cinéma. Et donc après, bon bref, ils sont revenus en Italie et son père était mort et il s'était engagé à quand même faire des études avant de se lancer dans cette folle carrière. Et il avait fait des études d'architecture qui l'avaient énormément marqué, parce que c'est vrai que tout le cinéma de mon père a une très forte idée des géométries, mais non seulement dans la manière de filmer, mais surtout dans la narration. C'est-à-dire qu'il y a toujours un équilibre. Et alors, c'est comme quand il dit un film doit tenir debout, ça a à faire, disons que c'est l'idée que s'il est beau ou s'il n'est pas beau, c'est le public qui le décidera et toi, tu ne peux pas le savoir. Mais si, comme dans une maison où les proportions sont à peu près correctes et sont bien faites et tient debout, ça doit être un endroit comme dans une maison où les gens qui rentrent pendant 2 heures se trouvent bien, sont bien, parce que la maison tient debout, elle n'est pas menaçante, elle ne risque pas de leur tomber dessus, et vivent, c'est quelque chose où lequel le reste du monde peut entrer et se sentir bien pendant 2 heures. Ça a beaucoup à faire avec les proportions et l'équilibre qu'il faut pour qu'une maison tienne debout. Oui, c'est sûrement lié à ça. Et alors justement, Cinémed consacre une large rétrospective à la filmographie de votre père, en présentant plus d'une vingtaine de longs métrages, certains dans leur copie restaurée. Peut-être que vous avez envie de conseiller au public de Cinémed quelques-uns des titres qui vous tiennent particulièrement à cœur qui, voilà, pour découvrir ou redécouvrir sa filmographie. Je vous conseille 3 films. Bien sûr, tous sont intéressants. Il n'y a pas tous les films de mon père. C'est une cinématographie extrêmement éclectique, différente. Il y a des films. Il a subi beaucoup d'étiquettes, mon père, dont certaines l'ont énormément fait souffrir. D'autres non, mais bon, il a fait des grandes comédies. Il a une extraordinaire capacité de relation avec les enfants, avec l'enfance, de narration de l'enfance. Mais pour moi, la caractéristique principale, peut-être, mais ça c'est très subjectif, il a toujours eu une passion pour les personnages perdants, pour les personnages rejetés, pour les fragiles. C'est les enfants ou les gens qui ne sont pas toujours au centre de la scène. Il les a toujours mis au centre de la scène. Mais pour moi, il a eu une capacité de raconter l'Italie extraordinaire. Un grand conteur à travers. C'est-à-dire que la chose que moi, je lui reconnais beaucoup, c'est d'avoir raconté des films, d'avoir fait des films de sentiments presque intimes, de sentiments d'amour, de sentiments de père et d'enfant, de relations sentimentales, mais en les mettant toujours, et souvent d'être fragile ou perdant, ou de l'autre côté, disons, de la société, de l'autre face qu'on ne veut pas trop voir, mais en les mettant toujours dans une relation extrêmement forte avec l'histoire de l'État, avec le sens de l'histoire. C'est-à-dire, il a réussi à entrelacer les relations personnelles et la situation politique, sociale et historique du pays d'une manière extrêmement subtile et extrêmement profonde. Et en ce sens, je vous conseille 3 films. Bon, c'est très subjectif. Le premier, c'est Tutti a casa, qui s'appelle, je ne sais pas pourquoi en France, La Grande Pagaille. C'est un chef-d'œuvre, totalement. Je le nomme parmi ces chefs-d'œuvre. Et c'est un film qui raconte l'Italie de cette époque, mais qui raconte l'Italie de toujours, avec cet Alberto Sordi extraordinaire, qui est comme un masque tragicomique de l'aveuglement, de comment les Italiens n'ont pas compris, n'ont pas vu venir, ont adhéré au fascisme, et comme il finit par prendre enfin une position. La phrase finale, c'est « on ne peut pas toujours rester à regarder ». Mais dans la tragicomique aventure de cette luogotenente, lieutenant, vraiment c'est ce gradé de l'armée, un petit homme, il y a vraiment un récit extraordinaire et épique de toute l'Italie et impitoyable. C'est un très grand film.
Je vous conseille aussi La ragazza di Bube avec Claudia Cardinale, parce que là aussi, ça c'est un film pour moi bouleversant, que j'adore, dont je ne peux pas parler sans m'émouvoir. C'est une relation d'amour. C'est un personnage féminin extraordinaire, vraiment un très beau personnage de femme qui tombe amoureuse. Et c'est une relation d'amour entre un jeune homme et une jeune femme dans laquelle l'histoire rentre aussi, parce que cet homme, vous allez voir, c'est l'après-guerre. Et il est difficile de revenir à une vie, entre guillemets, normale après ce qui s'est passé. Et le troisième, peut-être, c'est une grande comédie, c'est L'argent de la vieille, Lo scopone scientifico. Parce que c'est une comédie parfaite. Là, c'est vraiment une œuvre architecturale. Comment écrire une comédie? Comment la tourner? Il y a un casting extraordinaire. Silvana Mangano, Bette Davis, Alberto Sordi et Joseph Cotten. Et c'est un film qui dit quelque chose d'une manière amusante, très drôle, très tragique, mais qui dit quelque chose d'évident, mais quand même, qu'entre une partie, entre des riches et des pauvres, il n'y a aucune possibilité, jamais, que les pauvres gagnent. Donc, c'est un film presque marxiste, en quelque sens. D'une manière, comme toujours a fait mon père, de vouloir dire des choses qui étaient... Et il y a des enfants, il y a une petite fille qui, à la fin... Il y a un personnage d'une petite fille, vous verrez à la fin, extraordinaire, c'est le Deus ex machina de toute l'histoire. Et il a toujours essayé de dire des choses qui étaient importantes pour lui, dans un souci aussi de divertir et de faire un cinéma au sens vraiment profond et noble du terme, populaire, très populaire. Mais sans jamais... en essayant de ne jamais déroger à faire, comme il dit dans mon film, des films plutôt bons. Avec une très grande modestie. Oui, mais c'était un homme très obstiné, extrêmement obstiné, sinon il n'aurait pas réussi à faire ce qu'il a fait, mais très gentil et très humble. Ouais. Écoutez, je pense qu'il y a sans doute des questions aussi dans la salle. On va faire passer un micro. Alors, bonjour, merci beaucoup. Déjà, c'est un très beau film que vous nous aviez présenté hier. Attendez un instant, parce qu'il y a monsieur qui... Voilà, juste une... Voilà, donc c'est moi. Alors déjà, merci, parce que c'était un très beau film hier. J'ai deux petites questions. La première, c'est sur le film. J'ai remarqué, c'était à la scène où il y a votre personnage, quand vous étiez enfant, qui va à l'école. Et je ne sais pas si c'était voulu ou si c'était une heureuse coïncidence. J'ai trouvé qu'il y avait, comment je pourrais dire, une similitude entre l'élève, son camarade de classe, qui se faisait rejeter, avec votre père, parce qu'on a pu constater que c'était dans une école française, on parlait en français, et c'est vrai qu'on pouvait assimiler cette situation avec celle de votre père. Et oui. Allez-y. Alors, c'est une question très, très profonde, parce que sûrement mon père, le personnage du père est très sensible à ce récit, parce que ça lui fait écho à quelque chose qu'il a vécu lui. Et on a fait un court-métrage de 10 minutes dans une collection qui s'appelait La France vue par, où plusieurs cinéastes étaient appelés à faire un petit film sur la France. Et mon père, ma sœur Christina et moi allions dans les endroits de l'enfance de mon père en France, justement, pour les reparcourir et avec lui. Mais lui ne voulait pas se mettre en scène lui-même parce qu'il était déjà très malade et ne voulait pas se montrer. Mais on a vu que sa scolarité avait été difficile, comme sûrement la scolarité de toute cette vague d'immigration italienne dans les années 20 a été compliquée, parce que quand tu es l'étranger tu es toujours l'étranger de quelqu'un d'autre. Mais quand tu es l'étranger du moment, ça se passe, cette stigmatisation et ce qu'on appelle tout ça. Donc il l'avait vécu. Donc probablement il réagit de cette manière forte en disant non, ça ne peut pas avoir lieu, parce que ça résonne en lui comme quelque chose qu'il a connu, où il ne parlait pas la langue, il ne parlait pas le français, bien sûr, il avait 6 ans quand il est arrivé,
Puis après, il a naturellement appris, il a fait ses études ici, mais il a vécu ça. Donc, il est en mesure, d'une manière subjective et pas pontifiante, de le sentir et de le comprendre comme insupportable parce que ça lui fait écho à sa propre histoire. Mais je trouve que le personnage du petit garçon qu'on entrevoit comme ça dans le film, moi, plutôt, il me fait souvenir au petit acteur qui faisait Pinocchio. Mais voilà, oui, c'est vrai ce que vous dites, c'est que ça fait écho à quelque chose qui lui est insupportable parce qu'il l'a vécu. Merci. Et une autre question, c'est plus pourquoi vous avez décidé, par rapport au film de votre père, pourquoi avoir choisi des autobiographies dans la scène où vous discutez avec votre père du film et qui vous dit que lui-même n'en a jamais fait et que vous commenciez par là. C'est trop indiscret. Parce que disons que là, c'est ce qui s'est passé déjà. Et parce qu'il y a une idée de cinéma complètement différente. Ce sont des époques complètement différentes. Toute cette génération de metteurs en scène, à part quelques-uns, ne faisait pas de films autobiographiques, même si au travers de grandes histoires, de comédies, de fables, moi je pense que mon père a presque toujours parlé de cet enfant-là dont vous parliez, c'est-à-dire qu'il a fait énormément de films, L'Incompris. Il y a un film qui n'est pas ici dans la rétrospective qui s'appelle La Finestra sul Luna Park, un garçon de Calabre, L'Incompris, Pinocchio. Il a fait constamment des films sur des jeunes, des petits garçons dans lesquels sûrement, indirectement, il parlait de lui, de cette enfance dont on parlait, mais il ne faisait pas des films autobiographiques. Et moi, j'en ai fait quelques-uns. Pas tous, mais j'ai fait beaucoup d'autres choses aussi, mais je n'étais pas la seule. Le producteur de ce film, Marco Bellocchio, en a fait, Nanni Moretti. Enfin, c'est une génération différente et une idée différente de ce qu'est le cinéma. Et tant mieux, parce que ça change. Merci beaucoup. Je vous en prie. Oui, alors, pour commencer, un commentaire sur le film. Bien sûr, la scène du couloir est extraordinaire, mais moi, j'ai été très touché. Alors, je pense que si vous l'avez mis, c'est que dans votre mémoire, c'est important. C'est quand vous aidez votre père à se raser. Je trouve que ça a été magnifiquement tourné. Et vraiment, il y a dans ce geste une énorme tendresse et c'est très bien, encore une fois, c'est très bien fait. Et alors, si c'est pas déplacé ici, je voudrais faire un commentaire sur Tutti a casa. Parce que figurez-vous que j'ai été témoin de cet événement. J'avais à l'époque 7 ans. J'étais en Corse où j'avais été... enfin, peu importe, oui. Et là, vous savez bien, bon, ce qui s'est passé le 8 septembre, c'est que Badoglio et le roi, ils ont envoyé un mémento à l'armée qui, en gros, en étant grossier, disait « démerdez-vous ». Ils ont surtout livré l'Italie aux Allemands, ces grands patriotes. Oui. Alors là, c'est quand même assez extraordinaire. La Corse était occupée par le 7e corps d'armée italien. Et le 7e corps d'armée italien, dans son entier, a combattu les Allemands avec les partisans. Et pour des raisons de basse politique française, cet événement a été nié pendant 80 ans. Il n'y a que l'année dernière, pour les 80 ans, le 2 octobre, pour les 80 ans de la libération de la Corse, qu'il a été fait question du rôle des Italiens dans cette libération. Et en fait, c'est eux qui ont payé le plus fort tribut. Il y a eu 600 Italiens qui sont morts dans ce combat, contre une quarantaine de partisans. Et donc, vous voyez, il y a eu effectivement des attitudes diverses dans ce... Ouais. Bon, c'est vrai que dans Tutti a casa, ça se termine bien. Je ne dis pas... Tutti a casa, oui, ça se termine à peu près bien. Ça se termine un peu de la même manière. Hein. Pardon. Ça se termine un peu de la même manière. C'est-à-dire où il y a un volte-face. Disons que
à travers cette question. Et moi, je me considère, et je pense que mon père aussi se considérait autant française qu'italienne. Non, c'est vrai, j'ai vécu 20 ans en France, mon père y a grandi, j'ai fait mes études. Enfin, il y a un lien à la France très fort et dans ma formation et tout ça. Donc, je me sens citoyenne des deux pays et ce qui se passe en France et ce qui se passe en Italie me tient également à cœur, absolument. Mais dans votre question, on peut voir, sans stigmatiser donc ni l'une ni l'autre de ces deux pays, deux attitudes par rapport aux histoires encombrantes et difficiles d'un pays et de l'autre. L'Italie est spécialiste du volte-face, disons, d'une certaine, même criminelle, légèreté dans l'adhésion et la désadhésion dans les choses et dans la non-élaboration. Parce que, comme on le voit malheureusement encore aujourd'hui, le fascisme est quelque chose que l'Italie n'a pas encore élaboré. La France est spécialiste dans le cachet, un peu, disons, Oui. dans ce que vous dites, parce qu'il a fallu tant d'années. Donc, moi, je dis toujours que si on mettait ensemble tous les aspects des deux pays, ça serait pas mal. Ah bah oui. Bonjour. Bonjour. Alors moi, j'ai une question, même deux petites questions. La première, pourquoi avoir évincé totalement du récit vos sœurs et votre mère? Bah, elle Ça, c'est Ben, expliqué. à ce point-là, au moins ne pas les voir du tout, ne serait-ce que ça. Et la deuxième, c'est par rapport à Fabrizio Giffoni, qui joue le père. Alors, il y a un truc amusant, c'est qu'on le voit assister aux obsèques d'Aldo Moro, et il a lui-même joué Aldo Moro dans Externonote. Ouais. Donc, je ne sais pas si c'était un clin d'œil voulu, est-ce que Marco Bellocchio en a parlé, et quelle a été l'influence de Marco Bellocchio dans le récit? 4 questions. Mais à la première, j'ai déjà répondu. Donc, Voilà. si tu fais un choix dans un film, tu le fais. Moi, une chose que je déteste dans les films et qu'on voit très souvent, c'est les personnages inexistants, qui, par ailleurs, sont assez souvent des femmes. C'est-à-dire des personnages qui sont là et qui sont la fonction d'un autre personnage. Qui ont pas, un personnage, pour moi, il doit avoir des caractéristiques. Il doit être, même s'il a 3 scènes, mais il doit avoir des contradictions, il doit avoir des traits distinctifs qui sont différents de son dessin, c'est-à-dire femme, non travailleuse, fumeuse. Bon, mais peut-être qu'elle aura quelque chose de différent. Donc, s'il faut mettre des personnages, il faut aller en plein à l'intérieur et les faire accéder au statut de personnage et non de fonction d'un autre personnage. Et donc, c'est pour ça que je ne les ai pas mis, parce qu'ils n'appartenaient pas au cœur de ce récit. Et je pense même aujourd'hui, je vais le dire, que c'est le choix cinématographique le plus important de ce film. C'est-à-dire que ce film est ce qu'il est parce que ce choix a été fait d'une manière radicale et en accord avec le reste de ma famille, comme je vous ai dit. Non, il n'y a pas un clin d'œil. Il n'y a pas un clin d'œil. Bien sûr, on y a tous pensé que Fabrizio, qui a été mort dans la série de Marco Bellocchio, mais aussi il a fait un spectacle. Enfin, il a énormément travaillé sur le mémorial d'Aldo Moro et sur le personnage d'Aldo Moro. C'était incroyable et c'était un peu un gouffre, mais il n'y a pas un clin d'œil parce que le scénario était écrit comme ça et l'assassinat de Moro rentre comme traumatisme familial et comme rupture là aussi. Comme vous disiez, la strage di Piazza Fontana représente politiquement la rupture avec l'enfance. Celle de Aldo Moro représente la mort de tout. Voilà. C'est pour ça qu'il y a cette espèce de confusion initiale avec l'enterrement du jeune homme, où on peut même croire que c'est... Et peut-être je me suis trompée parce qu'on le croit trop, je ne sais pas. Mais c'est vraiment la mort de toute possibilité. Et donc, elle était là. Et avant que je sache que Fabrizio Giffoni allait jouer ce rôle, je l'avais écrite comme ça. Et donc, ce n'est pas un clin d'œil, mais forcément, on y a pensé. Et le rôle de Marco Bellocchio a été très important parce qu'il a décidé de produire ce film et s'est révélé, non seulement avec ce film, mais à travers d'autres films, un excellent producteur, entre autres qu'un excellent, même plus qu'excellent, grand cinéaste. Il est très généreux, il s'est beaucoup passionné au film. Il a lu 3 fois le scénario, il est très méthodique, donc il a lu 3 fois le scénario en préparation. Quand la préparation a commencé, au milieu de la préparation, et 3 jours avant de commencer le tournage, et à chaque fois, nous nous sommes rencontrés. Et il ne faisait même pas des notes, mais il faisait des dessins, parce que Marco Bellocchio dessine énormément.
Et il m'a aidé, il m'a posé des questions, il m'a stimulé, mais toujours en essayant de faire en sorte que je fasse le plus possible mon film et pas le film que lui imaginait. Donc, en ça. Il a été par contre très présent au montage, beaucoup plus. Pendant le tournage, il n'a pas du tout été là. Et au montage, il a été là. Il est très méthodique, donc il disait il faut faire des reprojections du film, tous les temps pour voir, parce qu'il faut du temps, le temps qu'il faut là aussi au montage pour voir ce qu'il y a trop, parce qu'il y a des scènes qui te semblent très importantes. Et 2 mois après, quand tu as coupé, donc il a beaucoup accompagné dans le montage, mais surtout, je pense que son rôle le plus important, c'est la confiance qu'il m'a donnée. Pour moi, c'était extraordinaire parce que pour moi, c'est mon maître. C'est vraiment un maître. Donc, c'est une chance incroyable qu'il me donne cette confiance et un rôle de protection de la forme du film telle qu'elle devait être, non seulement vis-à-vis de l'extérieur, des possibles coproductions ou de la RAI ou de toutes les personnes qui légitimement peuvent dire pourquoi il y a ça, pourquoi il n'y a pas ça. Mais il n'y en a pas eu tant besoin parce que le film a eu un parcours assez heureux de ce point de vue. Mais enfin, lui, il était là vraiment à dire il faut que tu fasses. Et aussi vis-à-vis de moi-même, parce que comme vous l'avez compris, j'ai des traits plutôt influençables, comme ça m'a été reproché souvent. Ce qui est d'ailleurs un défaut et aussi une qualité parce que la psychomagie, tu peux la mettre en place si tu sens très fort l'autre de toi. Donc, enfin, c'est ça qui est compliqué à gérer. Mais bon, pour que ça devienne un don et pas une pathologie. Mais lui, il a vraiment protégé pour que je me sente autorisée et légitimée par sa confiance à faire le film que je voulais jusqu'au bout. Et à chaque fois que j'avais un petit peu le doute d'être en deçà, il disait « Mais non, tu dois le faire. Tu dois mettre la bouche de la baleine sur les places. C'est très beau, il faut faire ça. » Il m'encourageait. Donc, il a eu un rôle important. Bonjour. 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 Merci. Je suis là, par ici, à votre droite. Juste là. Déjà, merci beaucoup pour ce film qui était magnifique, très émouvant, et que, je ne dis pas ça parce que je suis un des dirigeants de l'école Écart, mais que toutes les écoles de cinéma devraient projeter leurs étudiants en termes de scénarisation, en termes de réalisation d'histoire du cinéma. C'était tout simplement magnifique. Donc, merci beaucoup. Merci à vous, c'est très flatteur. Et j'ai une remarque et une question. Sur la scène de fin, donc pour ceux qui n'ont pas vu le film, bouchez-vous les oreilles. Sur la fin, quand le père, votre père, on voit qu'il a une relation avec vous de franchise, d'honnêteté, il est prêt à tout écouter, tout entendre. Ça fait écho à la scène précédente où il vous demande de ne pas mentir et de dire la vérité. Il vous l'a fait avouer. Et à la fin du film, on voit que cet échange, qu'il est prêt à tout entendre, tout écouter. Il vous dit « Ah, par contre, je n'irai pas voir ton film. » Ah oui. Il n'est pas prêt à le voir, il est prêt à l'entendre, à écouter. Il n'est pas prêt à le revivre. Et est-ce que vous, par rapport à ça, est-ce que vous l'avez montré, est-ce que vous avez accepté que vos enfants le voient? Ah, ça c'est une très bonne question. Non. Non, non, non. Ça c'était un problème pour moi. Et même ce film-là, bon, là on rentre dans des choses personnelles, mais non, non. Le premier film, non. Et ce film-là, dès que j'ai fini le montage, même il n'était pas complètement fini, mais presque montrable, j'ai fait une projection chez moi pour mes 3 enfants. Oui, parce que c'était très difficile, mais c'était très, très libératoire. J'ai jamais eu de facilité de parler de ça avec mes enfants. Pas du tout. Et c'était bien de leur montrer ce film. Ouais. On va prendre une toute Merci. dernière question ici devant. Bon, je viens de rapporter alors. Bonjour. Je voudrais vous dire tellement de choses, mais en tout cas, un immense merci. Votre film est absolument magnifique, très profond, vraiment Merci. très très beau. Je voudrais revenir sur un point, sur la construction de la confiance, la relation avec votre père et toute la construction de ce lien dès l'enfance qui est montré avec beaucoup de tellement de finesse, d'émotion. Alors tout est dans le regard quand il vient vous chercher. C'est
des regards très intenses, des mots toujours justement choisis. C'est votre père, pardon, choisit les mots. Vous choisissez aussi les mots pour lui répondre. Donc il y a une complicité intense, intime, mais tout au long, je remarquais qu'il n'y a pas forcément de tendresse, de toucher, comme un père va voilà, peut-être à la sortie quand il vient vous chercher lorsque vous faites au niveau de la poterie ou à plein de moments, vous êtes ensemble. Où c'est voilà, il peut pas, il vient vous voir pour vous dire bonne nuit. Vous voyez, enfin il y a plein de moments. Voilà, le lien est immense, mais il n'y a pas cette tendresse. Et à un moment donné, basculement du film où finalement ça craque et voilà. Et donc, donc ma question est, vous dites que on choisit parfois, il est important de choisir de ne pas tout montrer. Est-ce que c'est un choix de dire, en fait non, il y avait quand même cette tendresse, mais j'ai pas voulu la montrer, ou c'est la réalité? C'est la réalité. Voilà. C'est la réalité absolue. Et oui, ça c'est la réalité. Non, mais attendez, quand je dis... Et c'est une tendresse énorme dans les regards et tout ça, mais je parle de... Oui. Non, c'est totalement la réalité. Mon père était un homme du nord de l'Italie. Sa mère était suisse-allemande, lui il était lombard. Et d'ailleurs, quand il a rencontré ma mère, c'est pour ça que j'ai voulu finir le film sur Naples, parce que ma mère était napolitaine. Il est tombé très amoureux de ma mère, mais aussi de Naples. Il s'est livré. C'est un homme qui avait une extraordinaire retenue. Donc, c'était pas du tout quelqu'un qui... Mais est-ce que vous en avez souffert? Non. Enfin, plus que tout ce que j'ai dit dans le film, non, tout est là. Non, voilà. J'en ai pas souffert. Personnellement, j'en ai pas souffert parce qu'il y avait un lien sous une forme différente. D'accord. Et alors, autre chose, c'est que vos sœurs, la famille, est arrivée dans ce monde du cinéma. Vos propres enfants ont pris ce chemin-là aussi? On va laisser mes enfants faire leur vie. Ils commencent leur vie. Pas tous, en tout cas. Moi, j'aurais voulu, juste pour conclure, que quelqu'un des jeunes gens pose une question. Moi. Voilà. Bonjour. Du coup, voilà. j'ai... En plus, une fille. J'ai une petite question plutôt sur votre carrière. Vous êtes une réalisatrice qui est la fille d'un réalisateur. Est-ce que quand vous avez décidé de vous lancer dans le cinéma, vous avez eu peur qu'on vous réduise au titre de la fille de Luigi Comencini et ne pas avoir le statut de réalisatrice à part entière? Et est-ce que vous avez ressenti dans votre carrière qu'on vous a enlevé de la légitimité et qu'on ait réduit votre travail en disant oui, mais de toute façon, c'est la fille de Luigi Comencini? Alors, sûrement, j'ai eu comme souci très important de me sentir déjà moi-même légitime et d'être perçue comme telle. C'est une pensée constante, même qui m'a poussée dans les choix. Si vous avez vu ma carrière et tout ce que j'ai fait dans ma vie, j'ai fait des choses très différentes. J'ai vraiment obstinément cherché une voie qui soit la mienne, et même peut-être pas la mienne, mais en tout cas pas la sienne, disons. Je me suis construite, comme vous avez vu, même dans le film, dans une désobéissance initiale, et c'est comme ça que j'ai continué. Et sûrement, ça a été... parce que j'étais non seulement fille d'eux, mais sœur d'eux, donc vraiment, il y a eu beaucoup de familles, mais en même temps, c'est assez miraculeusement, on a réussi à... Je pense, avec beaucoup de fatigue, beaucoup de travail et une carrière longue. Et puis femmes, moi, quand j'ai commencé à faire des films, nous étions très peu de femmes en Italie à en faire. Il y avait Francesca Archibugi, ma sœur Christine et moi. Et donc, il y avait beaucoup de choses, mais je l'ai combattu, sûrement. J'ai essayé de le combattre à ma manière, c'est-à-dire en essayant de faire des films où mon engagement était... peut-être juste, peut-être erroné, mais total. Et je sentais que c'était mon moi singulier, propre, qui entreprenait ce film. Donc, c'est quelque chose avec une pensée avec laquelle je me suis débattue, mais en même temps que j'ai réglé avec le travail, en travaillant et en faisant des choses peut-être...
même un peu extrêmes et même un peu différentes. Et est-ce que ça m'a pénalisée? Je ne sais pas. J'ai tellement de chance. J'ai tellement de chance à être là, à faire encore ce travail. J'ai 63 ans. Je parle avec vous. Si ça m'a pénalisé ou pas, je m'en fous. Parce que je pense que j'ai plus de chance. Je fais le travail. J'ai pris plein de claques. Ça, c'est sûr, certains. J'ai eu quelques succès. Mais j'ai fait des films difficiles. Shakespeare à Palerme, je le tournais complètement seul, sans son, sans ingénieur du son, sans caméra. Le film sur le G8 à Gênes, j'ai pris énormément de risques. Je l'ai fait toute seule. La série Gomorrah, j'ai fait pendant 4 saisons. Ça a été très extrême. J'ai toujours essayé, peut-être, effectivement, maintenant, en vous répondant, peut-être encore plus que quelqu'un d'autre, j'ai essayé de vouloir prouver quelque chose. Voilà, peut-être, maintenant que j'y pense. Peut-être même un peu trop. Mais tant mieux, parce que ça m'a permis que vous n'aviez pas besoin de votre père pour... Pardon ? Vous vouliez prouver que vous n'aviez pas besoin de votre père et que vous aviez du talent à vous toute seule? De prouver que j'étais quelqu'un qui faisait ce travail pour une nécessité propre. Et chose que je pense profondément. C'est-à-dire qu'il y a à la fois, évidemment, comme respirer, une passion qui s'est transmise, évidemment, qui a été qui a eu d'énormes obstacles, parce que ton père te dise « je ne vais pas voir ton film ». Et mon père était comme ça, hein. Il théorisait qu'il fallait toujours contredire les passions artistiques de ses filles parce que c'est la seule chance pour qu'elles réussissent. C'était sa méthode éducative. Et peut-être qu'il a eu raison en quelque sorte parce qu'on l'a fait. Mais c'était pas du tout le genre à dire « oh, quel beau dessin, oh, quel beau court-métrage oh, ». Pas du tout, du tout. Mais pour sentir que... Moi, j'aime pas du tout. Moi, j'ai hérité un peu de lui cette idée du profil bas, d'avoir un profil bas, de pas. Je détesterais l'idée qu'on pense que je suis, comme je le suis probablement, une privilégiée, et donc j'ai essayé de faire mes preuves. Je pense que dans ce métier, il faut faire les preuves. Tout le monde les fait, et comme moi aussi, je l'ai fait dans cette idée-là. Pas de ne pas avoir besoin, parce que j'ai jamais eu besoin. J'ai vraiment fait mes films de mon côté, mais c'est une pensée qui m'a traversée, oui. Vous voulez Je ne prendre une m'attendais autre pas à question? cette question d'une jeune, mais elle m'a plu. Francesca, vous voulez qu'on continue ou... Je pense que j'ai un avion à prendre, mais je pense sais qu'on pas doit quelle heure il s'arrêter, est. mais je ne veux pas vous stopper dans votre Non, mais dans votre j'aimerais élan. bien qu'une jeune fille parle. Oui, mais c'était un très beau mot de la fin, je pense. Très bon mot de la fin. Voilà, Oui. donc Francesca Comencini, merci infiniment. Merci à vous. Merci à tous et à toutes. Merci. Je souhaitais juste rappeler une chose. Le film sort dans les salles françaises le 12 février prochain. Voilà, il est distribué par Pyramide. Merci beaucoup. Merci.